Cette semaine, dans le balado, on assiste à des prouesses aériennes spectaculaires et on se sauve des nazis en forêt. Bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff. Salut Patrick. Alors, t'as une petite voix cette semaine? Ouais, c'est ça, cher auditeur. Excusez ma voix un peu enrouée. Ouais, donc, rugueuse, je sais pas. J'ai une laryngite. Alors voilà, je n'ai pas beaucoup de voix et elle sonne un peu étrange. Alors, utilise bien les mots que tu vas choisir. Oui, alors, soyez indulgents. Cette semaine, évidemment, un film qu'on attendait. On doit dire que le balado tourne en bonne partie autour de Tom Cruise. Il y a beaucoup de choses qui touchent cet acteur, mais évidemment, on va parler finalement de Top Gun Maverick qui prend d'assaut les cinémas après 2 ans d'attente. Oui, voilà, c'est un film qu'on oubliait quasiment qu'il a été tourné pas mal, genre en 2018 pratiquement. 2018-2019, oui, avant la pandémie. Ouais, puis on a parlé des dernières semaines, puis je dois avouer que moi, j'étais un peu indifférent, là, il y a 1 an encore à ça, puis là... La promotion a fonctionné avec moi et d'en parler avec toi, de voir les différents bandes annonces, la promotion, tous les trucs. Puis j'étais rendu excité là, à l'idée d'aller voir Top Gun Maverick. D'autant plus que les critiques sont très dithyrambiques, fait que ça pique encore plus notre curiosité. Bon, pour telle raison, on va d'abord parler des actualités de la semaine. Bien sûr. Mais ça ne devrait pas être trop long. Non, petite semaine en termes de nouvelles. En fait, j'en ai relevé une. En fait, c'est vraiment très anecdotique, mais je trouve ça quand même très sweet parce que c'est Vin Diesel qui a partagé la nouvelle sur ses réseaux sociaux et qui annonçait fièrement que Rita Moreno de West Side Story, de l'original, et bien sûr qu'il y avait un petit rôle aussi dans le remake, qui jouera la grand-maman donc de Dom Toretto dans le nouveau film de Fast and Furious Fast 10. Donc, évidemment, pour la communauté... C'est Fast X. Fast X. Mais c'est le 10e quand même. Oui, exactement. Mais c'est juste qu'au final, il s'appelle Fast X. OK. Donc, pour la communauté latino, évidemment, cette actrice, cette comédienne est vraiment une figure de proue quand même. Alors, pour eux, c'était... et pour lui. Et Michel Rodriguez aussi, qui était dans l'annonce. Donc, je pense que c'était significatif. C'est quand même fascinant parce qu'à chaque film, comme tu dis, c'est le 10e, puis il va en avoir un 11e qui devrait être le dernier, disons, de cette ligne-là, à tout le moins. Puis, il ajoute des nouveaux personnages, des nouveaux acteurs à chaque fois. C'est même pas la même gang nécessairement. Fait que là, on avait vu son frère qui était joué par John Cena, qui était pas tant crédible comme frère là, en tant que tel. Là. Puis là, tu vois, on voyait leur père aussi subitement, on voyait l'ami de la famille, on est rendu avec une grand-mère, à chaque fois on ajoute une couche. Et la question, c'est quelle voiture va-t-elle conduire? Ah, c'est vrai, mais oui, comme c'est Helen Mirren là, qui conduit genre des espèces de Lamborghini puis tout, je sais pas si ils vont la mettre aussi super conductrice. Ça va être à suivre. Une Ford T là, ou quelque chose de par là qui retourne dans le rétro. Donc, c'est pas mal tout comme nouvelle, à moins que toi t'avais relevé d'autres choses. Non, parce que ces temps-ci, ça parle plus de Cannes. Là. C'est des reviews, des premières critiques des diffusions qu'il y a là-bas. Là. D'ailleurs, on peut enchaîner des bandes annonces. Il y a aussi beaucoup de bandes annonces là, qui... On dirait qu'une fois que les films sont présentés, là, la bande annonce devient disponible. Mais par contre, il y a beaucoup de produits européens puis français qui ont l'air super intéressants, mais là, sont toujours pas acquis ici. Fait qu'on prendra pas trop de temps là-dessus. Peut-être qu'ils ne le seront jamais. Peut-être qu'ils le seront dans 9 mois. Fait que, on y reviendra à ce moment-là. Mais du côté des Américains, on a, il y a quelques semaines, on parlait de Thor Love and Thunder avec un petit teaser, une petite accroche, une pré-bande-annonce. Puis ça n'a pas pris de temps que déjà en fin de semaine, ils ont lancé la bande-annonce officielle du film où là, on voit davantage Mighty Thor, Mighty Change, comment il l'appelle? Jane Foster.
Et on voit aussi Christian Bale. Oui, c'est ça. Pour la première fois. J'ai oublié le nom de son personnage. Gore, the Butcher. C'est ça, de God Butcher. Ouais, c'est ça. Fait que qui veut tuer quelques dieux. Et le film promet. Pourtant, Chris Hemsworth a dit qu'il aimait pas ça, les scènes où il est comme en chest puis qu'on voit tous ses muscles. Fait qu'il aimait mieux avoir le compromis, c'est le genre de chandail pas de manche. Là. Ben là, il y a une scène où il va peut-être être nu. Il est all-in dans une scène. La bande-annonce, on a blurré les fesses, mais... Écoute, ça promet. Je pense que Taika Waititi va encore plus à fond dans son humour. Et dans son personnage de Krog. Là, Krog, je sais plus. Gorg, c'est ça? Gorg, ouais. Gorg, raison, comme Gorg. Les pianos. Ok, peut-être. Alors, le film prend l'affiche en juillet, mais ça promet énormément. Je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir. Dans le ton, on est beaucoup plus près des Gardiens de la Galaxie que de Doctor Strange. Oui, exactement, c'est ça. Alors, je pense que ça va plaire vraiment à toute la famille. Et puisque c'est le podcast officiel de Tom Cruise, première bande-annonce pour Mission 2. Impossible, 2. Dead Reckoning part 1, quelque chose comme ça. Fait que le prochain volet de Mission Impossible. Fait que d'après moi, c'est pas pour rien que c'est sorti là. Il va peut-être être devant les projections de Top Gun, mais c'est très d'avance là, d'habitude, parce que le film sort dans 1 an. Souvent, on va avoir un petit teaser de 1 minute, mais là, c'est une bande-annonce de 2 minutes et demie. Ouais, on on en révèle quand même pas mal. On semble s'amuser à faire des clins d'œil au premier film, à l'original, parce qu'on retrouve le comédien Henry Cerny qui reprend son rôle en tout cas dans le premier film, qui était le chef d'un MI6. Là, on ne sait plus trop où il va naviguer là-dedans. Il semble encore être un peu louche. Mais aussi, il y a une séquence de train qui fait écho à celle du film de Brian De Palma. Oui, c'est vrai, avec John Voight puis tout, dans l'original. Là. Donc, évidemment, ça semble très spectaculaire. Cruise dit avoir fait ses cascades les plus folles jusqu'à présent. On le voit d'ailleurs à la fin de la bande-annonce sauter en parachute dans le vide. D'un énorme saut. D'un motocross, genre d'une moto et tout. C'est ça. Donc, écoute, c'est une franchise qui vieillit très très bien. Je pense que c'est celle-ci. Honnêtement, ils ont réussi à se renouveler. Et j'ai très hâte de voir ça. Donc, que Cruise a annoncé serait la fin, en tout cas après la deuxième partie, ouais, là, donc dans 2 ans. Une histoire en 2 parties. Donc, il y aura évidemment Part 1 et Part 2 en 2024. Reste à voir si on va continuer la franchise avec de nouveaux personnages ou on va tout simplement relancer ça avec quelqu'un d'autre éventuellement. Ouais, moi je pense qu'on va prendre une petite pause puis on va relancer ça avec quelqu'un d'autre qui serait, pour bien faire, là, surtout pas tomber dans l'espèce de pattern de James Bond puis que tu sois toujours James Bond. Je pense pas que ça va être un nouveau Ethan Hunt 20 ans plus jeune. Là. Ils vont juste un nouvel agent du... Ouais, ça pourrait être... et peut-être... si on refait ça dans 10 ans, mettons, Tom Cruise pourrait avoir un petit rôle... Ouais, sûrement en caméo. Quelque chose comme ça. Là, si jamais il arrive à avoir des cheveux gris un jour. Ouais, penses-tu qu'il se teint les cheveux? Je sais pas. Je pense pas. Ça a l'air naturel, quand même. Écoute, peu importe. S'il est bien dans sa peau. Et voilà. Une bande-annonce un peu champ gauche, mais quand même très nichée. Mais je voulais juste en parler parce que moi, je suis un grand fan de Leonard Cohen. Je sais pas si Porte-à-Pente t'aimes bien. Beaucoup de respect, mais je peux pas dire que je connais à fond tout ce qu'il a fait. Là. C'est sûr que tu dois connaître la chanson, évidemment, qu'il a pas popularisé parce qu'il était déjà populaire, mais qui l'a peut-être rendu plus mainstream. C'est évidemment la chanson Alléluia, oui, qui bien est sûr, un succès tabac, surtout grâce au film de Shrek aussi. Donc, on fait un documentaire vraiment sur la création de la chanson. Alors, j'imagine qu'il y a assez de matière pour en parler. Donc, plusieurs intervenants, plusieurs artistes qui ont repris la chanson c'est ce que vont en parler. Ouais, c'est ça. Ça a été repris des dizaines de fois. Ça. Et ça tourne autour aussi, je pense, d'un journaliste ou un ancien journaliste du Rolling Stone Magazine qui a accompagné Leonard Cohen tout au long de sa carrière et tout ça. Donc, qui va parler de la genèse, le processus de création derrière tout ça. Donc, devrait prendre l'affiche au courant de 2022. On n'a pas plus de dates, mais pour l'instant, on va faire la tournée un peu des festivals, là, dont le Tribeca à New York très prochainement. Donc, pour les amateurs de Leonard Cohen, je pense que ça peut être très intéressant parce que c'était vraiment un personnage assez fascinant quand même. Ouais, puis il y avait eu même... depuis qu'il est décédé, il y a quand même encore plus d'œuvres sur lui, sur sa carrière. Il y a eu un documentaire, je sais pas si c'était avant qu'il décède par contre, là, sur
une phase de sa vie. C'était-tu quand il était en Grèce, comme avec... Oui. J'ai oublié le titre de ce film-là. Ça a été très, très bien reçu. Ouais, c'était l'année dernière, c'est ça. Il me semble que oui. Puis c'était avant la pandémie, je pense. Avant la pandémie même, déjà. Ouais, ça file vite. Il y a eu une bande dessinée, dans la dernière année, à peu près, là, sur lui. Tout à fait. Donc, le titre qui est quand même assez long, comme la plupart de ses chansons, ça s'appelle Alléluia, Leonard Cohen, A Journey, A Song. Alors, voilà. Bon. C'est pas des titres super accrocheurs de films, mais bon. Pour un docu, je pense que ça passe plus. Ouais. Potin de la semaine, revenons à Tom Cruise. Parce qu'à Cannes, il a révélé que Cruise, lui, est vraiment un maniaque de cinéma. Donc, il va vraiment voir tous les films dans les salles de cinéma, mais avec public. Donc, il ne va pas louer une salle en privé ou il n'y a pas une salle chez lui. Donc, il dit vraiment, je mets une casquette puis je vais dans les salles de cinéma. C'est avec exactement ce que public. j'allais dire, de mettre une casquette. C'est pas justement des missions impossibles, des fois, là, qu'il faut qu'il se cache un peu, une capuche, une casquette des Yankees, puis c'est dans la poche. Il dit... il doit pas arriver comme 35 minutes d'avance dans la salle. Il doit être celui qui arrive un peu pendant les annonces. Maintenant, en plus, tu peux acheter ton billet en ligne et tout, tu sais, t'évites... j'imagine qu'il y a peut-être une place, tu sais, puis ils le connaissent, fait qu'il laisse rentrer. Ouais. Mais bref, il dit qu'il prend grand plaisir. Honnêtement, il se fait pas tant chialer que ça, puis souvent, quand les gens le croisent, puis qu'ils ont comme une hésitation, ils vont l'aborder comme si c'était pas lui, mais « Ah, tu ressembles à Tom Cruise. » Puis il dit souvent « Ah, ben oui, je me fais dire souvent ça. » Donc, pour les gens en Californie qui nous écoutent peut-être, c'est ça. Soyez si vous trouvez quelqu'un qui ressemble à Tom Cruise, c'est peut-être lui dans votre salle de cinéma. En plus, il y a plein d'imitateurs, de personnificateurs, c'est vrai, de Tom Cruise, ce genre de vedette. Fait que, comme des Elvis, presque. Oui, tout à fait. Tom Cruise, lui, est vivant. Bref, on s'attaque justement à Top Gun Maverick, film de Joseph Kosinski. Pas le nom le plus connu, mais il a quand même fait... il était à l'origine de Tron Legacy, quand il l'avait repris, et Oblivion, un peu plus récemment, qui était aussi avec Tom Cruise. Moi, honnêtement, c'est vraiment deux films que j'avais vraiment aimés, qui n'ont peut-être pas trouvé le succès commercial escompté, mais... Je trouve que c'est vraiment deux films de science-fiction là, très, très réussis. Ouais, en fait, de toute façon, science-fiction, c'est rare qu'ils trouvent le succès commercial escompté malgré la qualité des films. Mais c'est spécial, c'est que j'ai pas tout regardé, mais c'est comme un peu un réal qui a toujours eu des gros budgets puis des grosses productions. Fait que je pense que ça l'a pas trop effrayé le projet Top Gun Maverick. Avant d'en parler plus, allons rapidement au synopsis. Là, c'est... Pete Maverick Mitchell, donc on suit encore principalement le personnage de Tom Cruise, qui est un pilote d'essai pour l'armée américaine. Donc là, il essaie de faire des tests pour aller le plus vite possible là, dans les vitesses Mach. Puis bon, à la suite de ces tests, toutes ces affaires-là, il s'attend plus à être congédié, mais on lui dit non, il faut que tu retournes à l'académie Top Gun. Parce qu'on a besoin de former là, une petite formation rapide sur les meilleurs pilotes pour une mission super dangereuse et super capitale. Et il va, dans la cohorte, croiser, dans le fond, Rooster, qui est le fils de son ami Goose, qui, là, si vous n'avez pas vu le premier film, décède. Alors, ça met une espèce de conflit, de tension entre ces deux personnages-là au sein de l'académie. En plus, lui n'a pas envie d'être là. Puis on le fait remarquer que c'est pas normal que quelqu'un d'autant quand même décoré puis accompli soit encore juste capitaine. Là. Fait que c'est un petit peu quand même un étalon sauvage, là, ce personnage de Maverick. Fait que en gros, c'est ça. C'est ça l'histoire. Oui. Très bien dit, très bien dit. Ouais, sans garder un peu de mystère. Évidemment, tout le brouhaha entourant cette suite à Top Gun, c'est évidemment la technologie d'aujourd'hui. Le premier film remonte à 1986, qui était déjà spectaculaire pour l'époque. Mais avec la technologie aujourd'hui, on s'attendait à voir des images incroyables. Et en plus, sachant que maintenant Tom Cruise, depuis l'époque du premier film, fait maintenant beaucoup de ses propres cascades. Ouais. Il est pilote d'hélicoptères, d'avions, donc de tout, c'est ça. Alors, évidemment, c'est ce qui était annoncé, qu'il allait réellement piloter les avions. Des séquences aériennes ont été vraiment filmées avec lui dans le cockpit. Et on n'a pas été déçus, je pense, non, absolument. À ce niveau-là. Puis d'ailleurs, c'est ça, t'es venu là-dessus sur l'idée des angles de vue, des prises de vue du cockpit et tout. Ça fait partie des défis techniques du film. Il a fallu qu'il
s'associent à une compagnie de caméras pour les créer, ces caméras-là qui peuvent être discrètes mais de haute qualité. C'est des caméras 6K, hein, j'ai vu. Ouais, c'est ça, tourné en format IMAX, toutes ces affaires-là. Il y en a 4 dans le cockpit, fait que pour avoir des vues un peu gauche-droite, gros plan, puis une plus large là, qu'on voit comme toute l'arrière de l'appareil un peu. Ouais. Puis 2 qui sont à l'extérieur comme un point of view là, pour voir qu'est-ce que le trajet de l'avion, si on veut. Fait que il a fallu qu'ils développent ces technologies-là. Je sais que c'était dit dans le pitch là, avec Paramount et tout, comme si on fait le film, on le fait avec des effets pratiques le plus possible. On tourne avec des avions, on va avoir besoin d'avoir accès à tout le matériel, les pilotes professionnels, les Navy qui vont nous aider à faire le film et tout. Le film n'est pas non plus une espèce d'hommage à l'armée, là. C'est pas une grosse publicité de Join the Navy, ça va être malade, là. C'est assez comme nostalgique quand même dans le traitement. Il y a aussi pas aussi intense que mettons Rocky IV là, mais tu sais le combat des technologies, parce que c'est un peu ça que le personnage de Ed Harris, il y a beaucoup de caméos qui reviennent des premiers films. Tu sais, toi t'es voué à disparaître, là, ça va tout être des drones puis piloter automatiquement plutôt que gérer un humain puis qui doivent prendre des pauses puis tout, puis comme ouais mais on n'est pas encore là, tu sais, on a encore besoin de gens et tout. Il y a le défi qu'ils ont à faire, il faut qu'ils prennent des avions un peu plus rétrogrades pour pouvoir y arriver. Fait que c'est la compétition des technologies un peu d'une certaine manière. Le science qui est au cœur du récit, c'est quand même un petit peu réfléchi, si on veut. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est quand même la richesse du scénario. Beaucoup plus profond que le premier. Le premier était vraiment un film de son époque, mais aussi très relié à la fougue de la jeunesse qu'elle a avec le personnage, l'arrogance de Tom Cruise et tout ça. Et tu parlais de nostalgie, mais je trouvais qu'il y avait un côté très mélancolique au film. Ah, oui. Et Cruise est très vulnérable, ce qu'on voit rarement. Donc, j'ai trouvé beaucoup plus touchant, beaucoup plus humain. Il offre vraiment une très, très belle prestation. Ouais, c'est ça. Donc, le scénario, je dirais pas que m'a étonné parce que ça reste assez classique, mais je trouvais que c'était très, très bien amené, l'espace-temps là, entre les deux films. Là. Donc, de revenir, la réflexion sur le parcours, et comme tu le dis, là, du personnage qui est confronté à la modernité. Lui est encore pris dans une espèce de passé, tout ça. Puis, d'ailleurs, il y a été plusieurs au scénario. Ehren Kruger, Eric Warren Singer et Christopher McQuarrie, qui est comme, je sais pas si c'est un bon ami, mais c'est lui qui est aux commandes des Missions Impossibles depuis un petit moment. Je vais aller faire une petite recherche parce qu'effectivement... je vois, c'est ça, il est tellement associé maintenant avec Mission Impossible. C'est leur 10e collaboration quand même ensemble. OK. Et honnêtement, depuis 2014, il ne fait exclusivement que les films de Tom Cruise. Ah, bon, c'est son pain et son beurre. C'est sûr que quand tu tournes des Missions Impossibles, ça te prend pas juste 6 mois dans ta vie, hein? C'est plusieurs années et tout. Il faut croire qu'ils ont vraiment des atomes crochus parce qu'il a fait les scénarios de Edge of Tomorrow, Jack Reacher, Le Mummy aussi, qui était peut-être... moins bien réussi. Peu moins succès. Là, donc, mais voilà. Donc, Ouais, excuse, je sais pas si je coupais, j'allais parler du casting en général. Oui, vas-y. Ah c'est ça, on a Tom Cruise évidemment, il y a Jennifer Connelly qui joue le nouveau Love Interest, mais qu'on comprend que c'est qu'ils ont eu un passé ensemble, ces deux personnes-là. Miles Teller, qui on avait connu dans Whiplash principalement, et qui fait justement le Rooster, le fils de Goose. C'est très bien choisi, je dois avouer. Ah, absolument. D'ailleurs, savais-tu que dans les auditions finales, là, il y avait lui, Nicholas Hoult et Glenn Powell. Puis Glenn Powell, c'est lui qui fait Hangman dans le film, le blond cocky. Tu sais, il y a quand même la relation entre Rooster et Hangman qui était comme entre Iceman puis Maverick, là, justement. On émule cette dynamique-là. Et d'ailleurs, c'est ça, autant Tom Cruise que les dirigeants de la Paramount ont adoré Glenn Powell, donc ils ont justement élargi le rôle de Hangman pour lui. Voilà. Puis... pendant que j'y pense, si vous avez pas revu le premier depuis vraiment longtemps,
c'est pas nécessaire que vous le revoyiez. C'est très bien indiqué dans le film, surtout au début, pour nous remettre en contexte. On a quelques flashbacks aussi. C'est là, ça, exact. Sans être, disons, sans nous prendre pour des imbéciles, là, mais juste pour rafraîchir, là, c'est très bien écrit à ce niveau-là. En musique, dans le film, une scène d'introduction qui rappelle celle du premier film, la lumière orangée des avions qui décollent, qui atterrissent. Je serais curieux d'aller voir, comparer s'il y a scène pas par scène, plan par plan. C'est ça, oui. Parce que écoute, c'est très similaire, là. On réussit vraiment à recréer l'ouverture, effectivement. Exact. Puis sur le tune thème de Harold Faltermeyer, avec qui son suit vers synthé. Danger Zone après, fait qu'on a remis ça. Peut-être vous avez entendu, c'est ça, la grosse tune que Lady Gaga, Don't Let Go of My Hand, quelque chose comme ça, là, qu'elle a écrite pour le film. Elle collabore aussi avec Harold Faltermeyer et Hans Zimmer pour la musique originale du film, là, si on veut. Là. Mais c'est beaucoup des variations de cette chanson-là, dans le fond, là, juste version instrumentale, piano, un peu violon, puis il y a une couple de tunes rock un peu au travers de ça, mais c'est bien équilibré. Tom Cruise disait en entrevue, puis aussi Joseph Kosinski, chacun de leur côté, que c'était spécial parce que, tu sais, Tom Cruise, il n'est pas juste l'acteur, comme on l'a dit, il a des permis de tout piloter. Je serais pas surpris qu'un samedi matin, il va conduire des F-18 pour le fun, là, parce qu'il connaît les gars là-bas puis tout. Là. Fait que lui, il dit, là, il a fallu que j'entraîne toute l'équipe, puisqu'il voulait des séquences réelles, il pilote peut-être qu'ils ne pilotaient pas eux-mêmes l'avion, là, ça je le sais pas, mais qu'il fallait qu'ils pognent la force G puis tous ces trucs-là pour vrai. Ils ont été vraiment dans le cockpit. C'est ça, fait qu'on dit, vous avez juste fait des voyages, des gros avions passagers, là, mais là, ils ont fait des petits avions là, du Cessna jusqu'au F-18 pour qu'ils s'habituent à voler, à recevoir de plus en plus de force G, puis c'était les sacs à vomi dans l'avion, puis donc la belle affaire. Je veux dire, les réactions qu'on voit dans le film des comédiens, c'est vraiment eux là, en action dans les airs. Là. Exactement. Puis, d'un autre côté, il dit, là, il y a des pilotes professionnels, là, toutes les scènes extérieures et tout, où qu'on est filmé de l'avion filmé de l'extérieur. Là, c'est l'inverse. Il a comme fallu qu'ils apprennent à ces pilotes professionnels-là l'enjeu du cinéma un peu, des fois, là. Fait que rendre ça, je sais pas, plus cinématographique et tout. Fait que, tu sais, je serais curieux de voir sur le plateau comment ça se déroulait entre Kosinski et Cruise, là, tu sais, c'était qui le vrai réalisateur, mais Tom Cruise n'est pas co-réalisateur. Je pense qu'il fait juste plus encadrer. Il doit être producteur du film, j'imagine. Producteur aussi. Et les comédiens disaient que c'était eux-mêmes qui devaient actionner les caméras. Donc, lorsqu'ils étaient dans les airs. OK. Alors, ceux qui avaient le contrôle... Il n'y a pas de régie là, jusqu'en bas. Là. Alors, puis petit mot aussi sur le personnage de Jennifer Connelly que j'ai vraiment apprécié. Ça, elle n'a pas un rôle très important, c'est pas un personnage hyper développé, mais j'aimais qu'on lui donne un peu la personnalité de Maverick du premier film. Celle qui était un peu, là, pas arrogante, mais un peu hotshot. Puis elle aime là, aussi la vitesse parce qu'il y a une séquence de bateau et tout ça. Donc on sent qu'elle a besoin d'adrénaline aussi et tout ça. Là, donc je crois que c'était un bon match intéressant. C'est ça, puis c'est très bien fait pour justement, c'est quelqu'un qui va pas dans les airs. Puis elle-même non plus, la Jennifer Connelly, j'avais entendu qu'elle venait pas mal de combattre sa peur des airs, là, de voler un peu. Puis il y a comme une séquence à un moment donné où il l'a comme pris de court puis il l'a amené en avion. Puis c'est ça. Puis tu sais, c'est quand même un parallèle. Tu vois, elle a fait plus du bateau, fait que c'est pour le garder sur terre puis le grounder, mais sans être non plus personne contrôlante là, et tout. Là. Bref, d'une bonne façon. Là. C'est une petite opposition, si on veut. Là. Alors, pour ceux qui ont adoré le film, c'est une suite plus que satisfaisante. Je pense que vos attentes seront très comblées. Un divertissement à l'ancienne, très classique. Encore, comme tu disais, d'autant plus surprenant avec qu'on n'utilise pas d'effets numériques par ordinateur, tourné vraiment avec des vrais avions et tout ça. Donc, vraiment super. Dernière petite note, c'est ça, je me souviens que dans le premier, on était beaucoup dans l'académie. Parce que là, on est comme de son regard d'enseignant, un peu d'instructeur. Il y a des bonnes scènes d'action dans le film quand même. Là, la fameuse mission, là, on la vit longuement quand même versus le premier où c'était
un peu anecdotique, un petit peu plus dans mon souvenir. Hein. Fait que voilà, ouais, je pense vraiment que c'est vraiment un solide blockbuster, comme on dit. Le film a gros déploiement, des effets, une facture salée, mais une histoire qui se tient, qui est pas trop risible. Du beau monde qui font de la moto pas de casque. Puis Bien sûr. Puis un nouveau take sur la fameuse scène de volleyball en bedaine et en jeans. Là. Mais là, c'est revisité et tout. Fait que c'est ça, c'est des bons clins d'œil au premier. Mais une suite comme ça, 5 ans après le premier film, ça c'est de mauvais goût un peu, mais genre 35-36 ans plus tard, là, c'est fait avec choix. Puis, tu sais, une dernière chose, ça fait longtemps qu'il travaillait sur une suite, parce qu'au départ, Tony Scott était associé encore à la suite depuis genre 2010, peut-être, là, que c'était revenu. Ouais. Puis, il y avait des scénarios différents sur la table, là, où Maverick était plus effacé, puis qu'on faisait un transfert, si on veut, de lead. Puis ce projet-là n'a pas marché. Au niveau de la production, je pense que c'est parce que Bruckheimer était avec Disney pendant un bout. Fait que là, c'était plus compliqué. Quand il a quitté, il est retourné avec la Paramount. Puis là, c'était plus logique de retourner avec le même studio. Tony Scott est décédé entre-temps. Le film, lui, est d'ailleurs dédié. Ouais. Fait que voilà, ça a pris plusieurs changements de réalisateurs et autres. Et le scénariste pour arriver à une conclusion satisfaisante. Tout autre registre, mais un film qui nous a vraiment séduit. Ouais. Cœur vaillant, un film, on pourrait quasiment qualifier, ça pourrait être un conte pour tous, un peu une facture, légèrement ça pourrait être un film familial qui porte sur la Deuxième Guerre mondiale. Ben oui, toi encore récemment, qui nous avouait que que j'aime ça, moi. Ta curiosité pour les films autour de la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Alors, ici, on va suivre 6 enfants juifs de comme 5 à 16 ans qui sont cachés en France, là où personne penserait aller les chercher. Fait qu'au milieu des œuvres d'art du Louvre qui ont été stockées dans le château de Chambord. Sauf que là, les nazis commencent à s'approcher. Alors, ils doivent se sauver un peu dans les bois. Fait qu'on va les voir ensemble se protéger pendant quelques jours un peu dans les bois, puis ils sont comme assistés par la conservatrice un peu du musée qui veut juste sauver ces enfants-là, que leurs parents ont déjà été déportés puis amenés dans des trains, etc., qui, elle, est jouée par Camille Cotin. Et il y a aussi Swan Arlo, qui est un visage connu là, dans les films français, qui joue un peu le propriétaire, lui, du musée de Chambord, si on veut. Le titre Cœur vaillant, ça fait référence c'était des revues jeunesse, là, des genres de petits journaux avec des bandes dessinées à l'intérieur, des choses comme ça. Puis il les trouve justement à un moment donné dans un endroit où ils sont cachés. Fait que moi, au début, je me demandais si ça allait avoir une vibe de Le Seigneur des Mouches là, ou quelque chose comme ça. Ouais. Mais il n'y a pas de confrontation. Là. Des fois, entre quelques jeunes, mais c'est vraiment qui sont dans une situation que personne contrôle, puis on voit comment des jeunes de 6 ans ou de 14 ou de 16 réagissent là-dedans. Le film est super beau. Oui. Excessivement beau. Même mention à la direction photo. Les couleurs sont magnifiques. Et on en discutait justement parce qu'il y a des séquences de nuit qui sont vraiment très bien éclairées. Mm-hmm. Et finalement, c'est le procédé de la fameuse nuit américaine. J'avais raison. On tourne de jour et puis finalement, on fait juste avec les couleurs. La coloration. Parce que c'est beau, là, mais c'est comme très lumineux pour une nuit. Ça. Fait que c'est dur d'éclairer ça ainsi. Fait que oui, ça a été bleuté et tout, mais c'est super beau pareil. C'est juste qu'on voit. Et c'était vraiment par souci de temps de tournage parce qu'évidemment, des enfants de 6 ans, là. Donc, il y a toutes sortes de contraintes de loi. Donc, c'était pour faciliter la chose. C'est ça. Et au générique, je me demandais, parce que le film est réalisé par Mona Achaché, qui a fait Les Gazelles, Le Hérisson, une couple d'autres films. Là. Je peux pas dire que c'est le nom le plus connu ici, mais elle, c'est pas son premier film. Là. Elle en a vu d'autres. Ouais. Mais c'est produit et co-scénarisé par Jean Cotin. Puis là, je me disais, Camille Cotin, Jean Cotin, c'est peut-être pas un hasard. C'est son cousin. Ah, voilà. Okay. Puis il y a une maison de production aussi et autres, là, mais je me demandais si c'était son mari ou je sais pas. D'ailleurs, la famille. Elle avait déjà tourné dans Les Gazelles. Elle avait un plus petit rôle à l'époque parce qu'elle était peut-être un peu moins connue. Donc, c'est ça, c'était avant le 10%. Fait que dans le fond, Laure Calamy et Camille Cotin, c'est eux qu'on voit partout là, depuis cette série-là. Mais c'est des très bonnes actrices toutes les deux. Très intéressant d'ailleurs, son personnage
a été librement inspiré de celui de Rose Valland, qui est une conservatrice de musée qui a permis de tracer toutes les œuvres juives que les Allemands et les nazis, en fait, l'armée avaient ramassées, puis cachées, puis c'était octroyé, si on veut. Fait que c'était à peu près 60 000 œuvres. Fait qu'elle a vraiment protégé les œuvres d'art. Tu sais, je pense que l'histoire avec les enfants, ça a été romancé, là, mais... En fait, c'est inspiré de la grand-mère, donc de la réalisatrice, qui, elle, a été vraiment une enfant cachée. Donc, elle fuyait les nazis, tout ça. Donc, c'est les récits que sa grand-mère lui racontait, mais là, juste contextualisé dans une histoire plus précise comme ça. Mm-hmm. Mais, fait qu'ils ont comme mélangé deux faits historiques ensemble. Très belle musique aussi, un petit peu électro au départ, quand on se demandait, mais à certains moments c'est comme ça, des fois ça revire un peu plus classique, un peu plus piano flottant, là, si on peut dire. Mais ça réussit vraiment à créer une ambiance sonore, une tension tout au long du film là, qui est bien intéressante. Moi, j'ai bien apprécié. Alors qu'on avait, c'est ça, Adieu, Monsieur Hoffman, il y a quelques semaines, il est encore à l'affiche d'ailleurs à certains endroits. Là, c'est ça, c'est un tout autre registre, comme tu dis. C'est pour ça le petit côté Conte pour tous, c'est peut-être un peu plus... un contexte plus tragique que ce qu'on voit habituellement là, dans un... Il y a un côté très conte au ton du film. Tu sais, c'est pas si noir, tu sais, malgré tout. Ça fait penser peut-être un peu à La vie est belle. Peut-être pas aussi drôle, parce que là, on était un peu plus dans une espèce de mélange de comédie dramatique. Mais il y a quelque chose de très beau, de très humain dans la relation des jeunes. Je vois que les comédiens étaient vraiment très, très bien. Ouais, c'est vrai qu'il y a un côté, tu sais, je pourrais dire que c'est un genre de drame familial, mais pas comme drame au sein d'une famille, mais plus qui s'adresse, c'est vrai, à toute la famille. Là. Je pense qu'il y a un genre de 7 ans et plus, ça peut le faire. Un très bon film, c'est ça. Complètement à l'opposé de Top Gun. Fait que si vous tenez loin du cinéma américain ou des gros blockbusters, etc., ben Cœur vaillant, c'est une très belle alternative cette semaine. Et d'autant plus, tu mentionnais que j'aime bien tout ce qui touche à la Deuxième Guerre mondiale, donc je trouvais que c'était une histoire vraiment originale. Donc, on n'avait pas vu encore raconter de cette façon-là. Donc, voilà, pour ceux qui aiment les films justement historiques, là, c'est très réussi. Dans les autres sorties, il y a le Bob's Burgers Movie, qui est directement issu de la série télévisée. C'est une série qui joue aux États-Unis à Fox depuis 2011. Et est aussi traduite à Télétoon ici depuis 2014. Ça a peut-être pas un aussi gros impact que Family Guy ou South Park. Ou les Simpsons. Oui, les Simpsons. C'est que vraiment tout le monde pouvait reconnaître des personnages et tout ça. Mais malgré tout, ça roule bon train depuis... plusieurs années. Oui, c'est ça. C'est bien reçu, c'est bien critiqué. Là. Exact. Puis c'est pas terminé. Là, c'est pas un film 4 ans après. Là. Ça roule encore. Ils sont à 12 saisons, plus de 230 épisodes. C'est juste c'est quelque chose que j'ai pas écouté. J'ai plus le câble depuis plusieurs années et tout. J'ai pas suivi ça. Mais bref, pour ceux qui aiment... la série, le film est très bien accueilli jusqu'à présent. C'est le restaurant de la famille des Belchers qui font des burgers finalement. Il est menacé parce qu'il y a un cratère, énorme cratère qui s'est formé devant le restaurant, puis ils ont découvert comme un cadavre, donc il y a une enquête pour meurtre qui débute. Fait que c'est les 3 enfants qui vont s'improviser détectives pour résoudre le mystère et sauver le restaurant familial. C'est aussi la semaine documentaire québécois où il y a oui, effectivement. 2 documentaires qui prennent l'affiche. Il y a Gabor de Joanie Lafrenière qui est un dialogue assez humain et humoristique à la fois entre la réalisatrice Joanie Lafrenière et le photographe d'origine hongroise Gabor Szilágyi. C'est vraiment un portrait tendre et coloré de cet humain qui est fasciné par la vie et par les humains, puis qui vit comme photographe là, au Québec depuis 60 ans environ. Là. Fait qu'à travers différentes confidences, des rencontres, des mises en scène un petit peu humoristiques et de connivence, qu'on peut dire, c'est ça, Gabor va témoigner de le regard singulier qu'il a envers la photographie, envers la vie et la vieillesse, qui est à 94 ans maintenant, là, peut-être un petit peu plus tôt au tournage du documentaire, mais tout de même, là, qui est encore en vie. Mm-hmm. Et comme c'est un documentaire québécois aussi, surveillez peut-être que dans le cinéma près de chez vous, il va y avoir un Q&A ou une séance avec la réalisatrice, entre autres. Là, je ne sais pas si Gabor fait la tournée, lui. Et autre documentaire, c'est La ville d'un rêve de Annabelle Loyola, qui est
axé autour de la construction un peu de la ville de Montréal. Puis on dit que Montréal est né d'un rêve, celui de personnes qui croyaient en la possibilité de créer un monde meilleur en Nouvelle-France. Mais tu sais, qui étaient ces gens au fond? Tu sais, quel idéal ils poursuivaient puis pourquoi. Fait que les réponses se trouvent dans un manuscrit du 17e siècle qui serait les mémoires cachées de Jeanne Mance, en fait. Fait qu'avec un regard original et personnel, mi-docu, mi-reconstitution, la cinéaste revisite ce récit où le passé entre en résonance avec une volonté toujours d'actualité de créer un monde plus près des valeurs humanistes. Et on note la narration de Pascal Bussière et Alexis Martin dans ce projet. Et finalement, beaucoup plus limité, le drame canadien Pink Lake, qui explore les difficultés d'un couple, si on veut, avec l'idée de parentalité, puisque genre eux qui veulent pas d'enfants ensemble, mais leur ami voudrait avoir un enfant par eux, donc la relation, disons, donner du sperme pour un... Fait que tu vas avoir un enfant qui ne sera pas le tien, mais un peu le tien, mais c'est pour aider une amie qui veut des enfants et qui n'a pas de partenaire et tout. Fait que un drame autour de cette question, je sais pas si on va dire existentielle, mais humaine à tout le moins. Ouais. Ça ressemble à ça pour cette semaine. Excellent. La semaine prochaine, encore plein d'autres belles sorties. Moi, c'est Babysitter de Monia Chokri qui pique ma curiosité. Vraiment, depuis qu'on voit la bande-annonce circuler, j'ai bien hâte de découvrir cette comédie humour noir, un peu, peut-être. Ouais, un petit peu déjantée, un petit peu déraillé d'un schéma traditionnel. D'ici là, vous pouvez nous contacter balado au singulier @monciné.ca. Et nous vous invitons à vous procurer gratuitement le magazine Mon Ciné. C'est la bonne semaine pour lire ton billet sur ta chronique sur le Top Gun. Et plein d'autres articles s'y trouvent. Et ça couvre toutes les sorties justement de juin encore. Ouais, c'est ça. Le prochain va être pour juillet. Il est disponible en version numérique ou physique dans plusieurs des cinémas de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Excellent. Mais sur ça, on vous souhaite du bon cinéma parce qu'il va faire pas très beau dans les prochains jours. Alors, c'est le temps d'aller en salle et bon popcorn.